merci à vous toutes et tous d'avoir un peu insisté. Je crois que j'ai dû vous envoyer hier un lien un peu erroné. Et donc, je suis content de vous voir quand même arriver en nombre. Merci beaucoup. Du coup, ce que je propose rapidement, c'est de faire une petite introduction sur chacun des co-organisateurs de ce webinaire. Hein. Ce webinaire, il est organisé par 3 entités. La e-communauté transition énergétique du CNFPT, hein, qui est Amorce et énergie partagée. Donc, je propose de commencer par la e-communauté transition énergétique du CNFPT. Donc, c'est bien une entité du CNFPT qui est en accès libre. Chacun peut s'inscrire. Elle regroupe énormément de collectivités, en particulier des agents qui sont intéressés à la problématique de la transition énergétique sur leur territoire. Et c'est un espace d'échange virtuel de bonnes pratiques, de documents, de diverses informations et également un rendez-vous qu'on veut essayer de maintenir mensuel sur des webinaires qu'on co-organise avec différentes, parfois qu'on organise seul et parfois qu'on co-organise avec différentes entités, dont assez souvent énergie partagée, puisque moi-même je partage mon temps entre l'animation de cette e-communauté avec Jean-Pierre Pouillot, que vous voyez aussi dans les présentateurs ici, et énergie partagée, où je suis animateur national. Et du coup, il y a une petite transition qui se fait facilement vers Justine Lemeul, ma collègue d'énergie partagée, qui va prendre la parole sur ce webinaire et vous présenter rapidement énergie partagée. Bonjour à toutes et tous. Donc, Énergie partagée, on est un réseau national qui accompagnons, fédérons les acteurs locaux pour le développement des projets de production d'énergie renouvelable essentiellement. Donc, on est un réseau avec une organisation au niveau régional pour pouvoir accompagner au plus proche les collectivités territoriales, les groupes de citoyens, les groupes d'agriculteurs. Et au niveau national, on a ce rôle de fédération, de mutualiser les outils. Et depuis peu, de pouvoir aussi recenser le nombre de projets. Donc, aujourd'hui, le réseau des énergies renouvelables citoyennes représente à peu près un peu moins de 300 projets. On a plus de 17 000 investisseurs citoyens qui investissent dans les initiatives locales et on comptabilise plus de 280 collectivités territoriales qui investissent dans ces sociétés locales de production d'énergie renouvelable. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va vous parler de communauté énergétique avec Amorce, puisque on travaille très étroitement avec les réseaux de collectivités, dont Amorce, pour pouvoir mener à bien et généraliser nos démarches aux citoyennes et publiques dans les énergies renouvelables. Merci Justine. Du coup, un petit mot sur Amorce avec Guénolé. Bonjour, donc Gwenolé Lebars pour Amorce en tant que chargé de mission énergie renouvelable. Donc Amorce, c'est une des principales associations de collectivités et de professionnels dans la transition écologique. Et on est spécialisé sur 3 domaines, le domaine des déchets, de l'eau et de l'énergie. Et donc on travaille sur un des pans, sur l'énergie à la fois de la rénovation, la maîtrise de demande d'énergie, jusqu'à la production et l'agencement des réseaux, et notamment la production d'énergie renouvelable. Et on accompagne les collectivités pour mettre en place ces projets, donc que ce soit entre plusieurs collectivités ou avec les collectifs citoyens présents. Donc effectivement, on développe des travaux communs avec énergie partagée pour avancer, faire avancer ces projets. Et donc, on va parler aujourd'hui des communautés énergétiques, qui est un des éléments futurs de la chaîne de valeur de l'énergie locale. Merci Guénolé. Le temps que tu montes et que tu partages donc, le support commun que vous avez réalisé avec Justine, je rappelle à tous nos participants que je remercie beaucoup d'avoir bravé les difficultés techniques liées à une erreur de ma part sur l'envoi du lien. Leur rappeler que vous pouvez interagir par écrit
les présentateurs d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet Conversation, normalement en bas à droite. Et je ne manquerai pas d'interrompre parfois Justine ou Guénolé pour relayer vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, on vous écoute. Bon webinaire. Très bien. Écoutez, merci à tous. Je vais passer la slide de présentation qui faisait écho à la présentation de nos structures. On a décidé d'aborder le sujet des communautés en faisant d'abord un premier plan sur le rappel de l'action des collectivités, la mise en place des collectifs citoyens, pour aborder après le sujet des communautés énergétiques directement, autant sur le projet la directive européenne qui est passée et le projet d'ordonnance qui est en discussion avec les services de l'État. Et on terminera sur des exemples sur ce que peuvent devenir ces communautés ou quels sont les projets aujourd'hui qui pourraient déjà être considérés comme communautés énergétiques. Donc, en introduction, petit rappel donc, sur l'émergence des projets citoyens et de collectivités avec tout d'abord la possibilité pour les collectivités, rapidement sur la compétence, toute collectivité, tout établissement public peut solariser son patrimoine, autant pour de l'autoconsommation que de l'injection sur le réseau. Ça, c'est pour toute structure publique. Et on a une compétence qui est propre aux collectivités sur l'aménagement, l'exploitation, faire aménager et faire exploiter les unités de production d'électricité d'énergie renouvelable, avec une compétence pour les régions, départements, et les régions uniquement sur leur territoire. Les départements peuvent le faire sur leur territoire et les territoires limitrophes. Et entre communes et EPCI, la compétence production d'énergie renouvelable doit être scindée. Soit c'est la commune, soit c'est l'EPCI, selon la technologie. Donc ça, c'est un autre point qu'on aborde chez Amorce en ce moment sur comment réaliser avec énergie partagée, notamment sur comment réaliser des investissements conjoints EPCI communes dans la production d'énergie renouvelable. Voilà pour les compétences. On connaît bien sûr les différents mécanismes et les différents marchés pour produire de l'énergie. Et donc là, je vous ai mis un extrait sur les modèles classiques de gestion et de contractualisation des projets de la collectivité. Donc là, on est vraiment sur des projets publics, donc sans collectif citoyen. Les projets avec collectif citoyen s'orientent plus vers des sociétés de projets privés. Et donc, à ce titre, c'est la loi Transition énergétique et croissance verte qui a autorisé la participation de collectivités dans les sociétés privées, donc participation au capital d'une SA ou SAS qui a vocation de produire des ENR sur le territoire ou sur les territoires à proximité, donc sauf pour les régions comme on l'a vu précédemment. Donc dans ces SA, les collectivités vont participer avec des collectifs citoyens, des sociétés, des investisseurs privés à des projets d'énergie renouvelable, donc qui sont à majorité, avec un capital à majorité privée. Et deuxième article sur la loi Transition énergétique croissance verte à noter, c'est que ces structures SAS qui produisent des ENR sur le territoire ou territoire à proximité peuvent proposer des parts en capital ou du financement aux personnes physiques et aux collectivités territoriales avec une notion de proximité qui est adjoint. On peut noter dans la dernière évolution de la loi énergie-climat qui a été publiée en novembre dernier, effectivement l'ajout de la notion de proximité. Donc aujourd'hui, on a le détail sur la notion de territoire limitrophe. Donc une commune peut investir sur un projet sur son territoire et sur les communes limitrophes. EPCI sur son territoire et sur les EPCI limitrophes, département de même sur son territoire et sur les départements limitrophes. On a aussi une introduction dans la loi énergie-climat sur la possibilité d'une collectivité d'investir dans une holding, donc une SA-SAS. Derrière une SA-SAS, ça peut être une SEM, une SCOP ou autre, mais elle a la possibilité d'investir dans une holding qui a pour vocation de prendre des parts dans des sociétés privées de production d'ENR sur leur territoire. Donc un outil en plus peut-être pour dérisquer et avoir un niveau d'investissement partagé avec collectifs citoyens, privés et collectivités pour investir dans différents projets d'ENR sur le territoire. Et on a aussi un détail sur la possibilité de participation au compte courant d'associés de ces structures privées avec des limitations qui sont introduites
donc à prix de marché et en respectant l'article L1522.5 qui dit qui sont les conditions d'apport en compte courant des collectivités dans les SEM. Et on pourra revenir sur ces éléments. J'imagine qu'on aura des questions sur ce sujet, mais c'est pas le thème aujourd'hui. Donc, Amorce, on essaie d'accompagner au maximum les collectivités selon leurs choix et comment elles souhaitent s'investir dans la production d'ENR sur leur territoire. Donc, en les amenant à poser les bonnes questions sur leur niveau d'implication, avec qui, comment elles souhaitent le faire. Il y a beaucoup de montages différents et c'est quand même un écosystème assez complexe. On distingue 5 niveaux d'implication de collectivité. Il y a l'obligation réglementaire sur l'agencement d'enquêtes publiques ou des avis à émettre. Il y a la facilitation et l'accompagnement de projets, donc que ce soit des projets privés, des projets collectifs citoyens, d'en inclure dans la planification, d'ajouter des éléments facilitateurs dans les documents d'urbanisme, etc. On a aussi la participation, donc comme on l'a vu précédemment, participation au financement de projets privés, donc partiellement une participation à la gouvernance. On a des projets également où la collectivité participe majoritairement dans le projet, tout via une SEM, ENR ou autre SA, avec des acteurs multiples, que ce soit collectifs ou privés. Puis les projets en maîtrise totale, donc que ce soit un projet 100% public, en régie, en délégation, en concession, on l'a vu précédemment. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se trouve entre la participation au financement et à la gouvernance de la collectivité, potentiellement des projets où la collectivité la maîtrise et la gouvernance avec des acteurs locaux, collectifs citoyens et autres entreprises locales qui vont entrer dans le cadre de ces communautés énergétiques qu'on verra par la suite. Je laisse la parole à Justine pour introduire la place des collectifs citoyens. Oui, donc on est dans la première partie, hein, émergence de projets citoyens et collectivités, et le rôle des collectivités. Donc pour vous dire que en plus des compétences des collectivités, les citoyens depuis plusieurs dizaines d'années maintenant peuvent avoir la possibilité de participer aux différents services énergétiques et notamment sur la partie production d'énergie renouvelable, avec ça date aussi de la libéralisation des marchés de l'énergie. Et c'est pour nous d'autant plus intéressant puisque le citoyen il n'est plus que consommateur justement, mais peut être aussi producteur et agir autour de ce qu'on peut appeler le circuit court de l'énergie, comme ce qu'on peut connaître autour du circuit court de l'alimentation. Donc, les citoyens participent. Donc, la participation revêt plusieurs formes, mais en l'occurrence, c'est une participation à la fois à l'investissement et puis aux décisions importantes de l'installation de l'activité de production, ce qui permet d'aboutir à réussir le projet et donc à pouvoir produire de l'énergie. Cette énergie va être vendue et c'est grâce à la vente de l'énergie, là on parle d'électricité, mais en fait on est bien sûr l'ensemble des filières renouvelables. Grâce à cette vente d'électricité, il va avoir des revenus et ces revenus vont pouvoir être distribués. Et l'enjeu est bien que ces revenus puissent participer au développement économique local des territoires. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de circuits courts. Tu peux passer la slide suivante. Donc, la transition énergétique locale, elle doit s'appuyer sur trois pieds, les collectivités, les citoyens aussi, et puis des acteurs économiques compétents et engagés, puisque c'est avec ces trois types d'acteurs qu'on va pouvoir mener à bien des projets de transition énergétique et aussi des projets en fait, de transition de société, où chacun de ces acteurs ont des compétences, une ingénierie à faire valoir pour le projet commun. Donc, chez Énergie Partagée, on se base sur une charte, la charte d'énergie partagée, autour de 4 piliers qui nous permettent de, je dirais, animer, régir notre accompagnement de projet. Donc, les 4 piliers, c'est une gouvernance démocratique, une participation des acteurs locaux,
c'est-à-dire comment un projet doit avoir un ancrage sur le territoire. Le troisième pilier, c'est avoir des projets qui soient rentables, mais pas dans une démarche spéculative. Et le quatrième pilier, qui est que la transition énergétique, la production d'énergie renouvelable doit être vertueuse pour l'environnement et doit s'accompagner de la réduction de la consommation d'énergie, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Justine, oui. Christophe Dupérier, il voudrait revenir 2 slides en arrière là, sur les obligations réglementaires. Ah, oui. Alors, du coup, est-ce que vous allez le développer un peu plus loin dans le webinaire ou est-ce que ça vaut le coup de raccrocher, Christophe? On va le développer un peu plus loin. Alors, pour compléter effectivement la question de Christophe, j'entends ici les obligations réglementaires dans tout cadre de développement de projets d'ENR, qu'ils soient publics ou privés. Donc, on passe par des différentes phases d'autorisation, d'instruction des dossiers. Et donc, la collectivité, selon les technologies et selon les process, a son implication à réaliser. Donc, c'est son obligation de dire aujourd'hui, quand il y a l'instruction d'un projet de parc éolien, les communes autour du projet, on leur demande un avis simple. Si elles ne répondent pas par un avis simple dans les 15 jours, elles sont considérées comme favorables. Lorsqu'il y a des développements de projets photovoltaïques, selon la taille de l'installation, si c'est de la toiture, par exemple, vous avez aussi des documents d'urbanisme à faire valider, soit de non-opposition à l'installation et autres. Donc, la collectivité a en ce sens des obligations pour accompagner ces projets en disant j'autorise ou je m'oppose à telle installation, que ce soit dans les documents d'urbanisme ou autre. Oui, effectivement, Guénolé, il y aurait peut-être moyen de faire 2, 3, même peut-être 4 webinaires sur les obligations réglementaires. Je propose à Christophe du coup qu'on ne rentre pas dans le détail ici, puisque l'idée c'est quand même de se mettre tout de suite, enfin le plus rapidement possible, dans le sujet des communautés énergétiques. Donc voilà. Hein, donc, tout à fait. Il y a moyen de super développer cette partie-là, bien sûr. Juste pour conclure sur cette première partie, voilà, cette slide répète un peu et résume. Les collectivités et les citoyens ont un rôle à jouer dans la production d'énergie renouvelable et ce rôle passe par une participation à l'investissement, quand c'est possible, et une participation à la gouvernance. Généralement, c'est lié. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est qui compose les fonds propres et derrière, qui va pouvoir avoir aussi un pied dans la gouvernance, mais avec des proportions qui peuvent être très différentes. Pourquoi pour nous, c'était important avec Gwenolé de pouvoir avoir ce propos introductif pour continuer sur les communautés énergétiques. Donc, Gwenolé, tu peux passer les slides. Les communautés énergétiques, c'est un nouveau terme, mais ce n'est absolument pas nouveau. Ça se base sur des réalités qui sont présentes partout en Europe. Et c'est une reconnaissance d'initiatives locales, citoyennes et publiques où maintenant l'Union européenne s'en empare pour exiger des États membres à mettre en place une réelle politique incitative pour développer les énergies renouvelables citoyennes et publiques. Il faut vraiment l'entendre dans ce sens-là. Donc, les communautés énergétiques sont issues de 2 directives européennes, la directive marché de l'électricité et la directive promotion des énergies renouvelables. Et au sein de ces 2 directives, on va avoir 2 définitions. Les communautés d'énergie renouvelable, dans la directive énergie renouvelable, et les communautés énergétiques citoyennes, dans la directive marché de l'électricité. Elle revêt des principes communs. On va revenir après sur ce détail. Et donc, les directives européennes exigent des États membres d'une transposition des différents aspects des directives, dont la reconnaissance des communautés énergétiques. Donc, quand je parle de communauté énergétique, j'entends bien communauté d'énergie renouvelable et communauté énergétique citoyenne. Donc, je disais qu'on est sur une nouvelle formulation, mais qui se base sur des réalités déjà bien existantes. Déjà, en termes de dispositifs,
avant l'existence des communautés énergétiques. En France, il y avait l'évolution, le bonus participatif dans le cadre des appels d'offres creux qui valorisait d'ores et déjà la participation des citoyens, des collectivités dans le financement de projets d'énergie renouvelable. Donc, le financement, on l'entend sur la partie dette, et aussi dans la partie investissement et donc gouvernance. Donc actuellement, le principe de bonus participatif est en train d'être révisé pour pouvoir plutôt faire évoluer les cahiers des charges des appels d'offres sous la forme de critères de notation et notamment avec un critère de gouvernance partagée. Il faut savoir que les acteurs, à la fois des filières, mais aussi des acteurs comme Amorce, comme Énergie Partagée, échangent dans le cadre d'un espace de dialogue en fait sur le sujet et le cadre des énergies renouvelables citoyennes et publiques, et notamment sur les communautés énergétiques. Donc voilà, il y a des espaces en cours pour pouvoir organiser l'échange entre des acteurs qui peuvent avoir aussi des visions différentes. Slide suivante. Donc, les communautés énergétiques, d'où ça vient, c'est le résultat de 3 ans de négociations, notamment portées avec RESCOP. RESCOP, c'est la Fédération européenne des coopératives d'énergie, dont Énergie Partagée et NERCOP sont membres. Et c'est 3 ans de négociations pour justement infléchir sur les textes et surtout faire en sorte que les textes puissent représenter les intérêts des acteurs locaux, collectivités territoriales, PME et citoyens. Donc, les communautés énergétiques, comme je le disais tout à l'heure, s'intègrent dans un paquet législatif énergie avec plusieurs textes. Les textes ont été adoptés fin 2018, début 2019. C'est une reconnaissance d'une réelle dynamique en Europe. Généralement, on parle souvent de nos voisins d'Europe du Nord pour démontrer la participation des citoyens et des collectivités territoriales en Europe, mais les projets citoyens et publics existent partout dans chaque pays européen. Il faut voir les communautés énergétiques comme une étape historique aussi, puisque on ne voit plus les habitants comme des consommateurs, mais comme les habitants et les collectivités comme des opérateurs à part entière dans le système énergétique. Les communautés énergétiques permettent de reconnaître la place que doivent avoir les collectivités, les citoyens dans l'ensemble des services énergétiques. Donc, nous, aujourd'hui, on va essentiellement parler de la production, mais les communautés énergétiques couvrent bien l'ensemble des services énergétiques. Slide suivante. Donc, les communautés énergétiques sont régies par des principes, les principes suivants et les principes communs aux 2 définitions. Une participation ouverte et volontaire de tous les membres. Donc, on va revenir sur qui sont ces membres, en l'occurrence principalement les citoyens, les collectivités territoriales et les entreprises. On précisera ensuite ce qu'on entend par entreprise. Le contrôle effectif des membres, c'est-à-dire que quand on parle de contrôle effectif, on fait référence aussi au lien entre investissement et gouvernance. Donc, comment on peut décider, maîtriser les décisions stratégiques d'une activité énergétique. Et une finalité des communautés énergétiques, et ça c'est très important, qui les avantages environnementaux, économiques ou sociaux doivent prédominer sur une logique de lucrativité. Donc, ça fait référence et ça fait écho, en tout cas, pour nous, aux 4 principes de la charte d'énergie partagée qui vous a été présentée tout à l'heure. Alors, sur les communautés d'énergie renouvelable, on va préciser communauté d'énergie renouvelable et communauté énergétique citoyenne, mais avant de rentrer dans les détails, pour nous, c'était important que vous puissiez comprendre la nature et les enjeux des communautés énergétiques. Et justement, sur les communautés d'énergie renouvelable, on va avoir 3 spécificités différentes des communautés énergétiques citoyennes. C'est la qualité des membres qui composent la communauté d'énergie renouvelable, le sens de l'autonomie, c'est-à-dire que la communauté, le projet, doit être autonome
vis-à-vis de ses membres et la notion de proximité. Donc, on peut enchaîner sur la slide suivante pour rentrer plus précisément dans les détails. J'imagine que vous avez envie de mieux comprendre. Donc, on a à gauche les communautés d'énergie renouvelable. Donc, ce sont les personnes physiques, les collectivités, les petites et moyennes entreprises qui peuvent développer des projets de services énergétiques et qui vont pouvoir être reconnus comme des communautés d'énergie renouvelable. Et les membres qui peuvent décider doivent être à proximité de l'installation d'énergie renouvelable. Donc, la notion de proximité, c'est une des spécificités des communautés d'énergie renouvelable et qui est très importante pour nous, en lien aussi avec l'ancrage local. De l'autre côté, on a les communautés énergétiques citoyennes, où là, n'importe quel type d'acteur peut participer à l'activité d'énergie renouvelable si on se focus aujourd'hui sur la partie production d'énergie renouvelable. Par contre, seules les personnes physiques, les collectivités et les petites entreprises ont le droit d'avoir le contrôle effectif de l'installation d'énergie renouvelable. Ce qui veut dire qu'une grande entreprise peut participer à la communauté énergétique citoyenne. Par contre, elle n'est pas autorisée à avoir un rôle important et structurant dans les décisions stratégiques. Donc, là aussi, c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on autorise tout type d'entreprise à pouvoir y participer, mais avec des restrictions pour les grandes entreprises, notamment dont l'activité principale est l'énergie. En termes d'activité, oui. Oui, juste, t'en étais à qui peut participer au CER et CEC. Est-ce que les ONG, donc, parce que tu disais les personnes morales, et donc est-ce que ça comprend aussi des ONG? Des associations, oui, Les oui, associations. oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Voilà. Oui. C'est ODA qui posait la question. OK. Et après, les communautés d'énergie renouvelable ou les communautés énergétiques citoyennes peuvent avoir tout type de structuration juridique, de structure juridique. C'est-à-dire qu'une communauté peut être une association aussi. Pour compléter sur la partie association. En termes de services énergétiques, alors les communautés énergétiques couvrent tous les services énergétiques. Les communautés énergétiques citoyennes ont été reconnues dans le cadre des directives et de la directive électricité. Donc, a priori, elles devraient agir sur la partie électrique, même si ce point-là reste quand même à déterminer dans le cadre notamment et à préciser dans le cadre du travail sur la transposition. Tu continues la slide suivante, Gwénolet. Donc, quel intérêt donc, vous voyez, on a précisé les communautés, la définition des communautés énergétiques, citoyennes et renouvelables. Je disais que c'est aussi une reconnaissance des collectivités et des citoyens et des petites et moyennes entreprises comme des opérateurs à part entière dans les services énergétiques. La démarche dans laquelle est l'Union européenne, c'est aussi d'inciter les États membres à mettre en place des politiques et des mesures qui sont favorables à ce type d'acteurs. Parce que l'Union européenne part d'un principe que ces acteurs n'agissent pas sur un pied d'égalité par rapport aux opérateurs privés. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous aussi, de reconnaître le fait qu'on n'agit pas sur un pied d'égalité par rapport à des acteurs nationaux ou voire internationaux qui ont une capacité financière plus importante que les acteurs locaux. Donc, les directives européennes apportent deux garanties. D'abord, une protection contre des procédures discriminatoires ou contre des frais dissuasifs. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas la même capacité de développement de production d'énergie renouvelable quand on est un opérateur énergétique national ou quand on est une collectivité territoriale ou un groupe de citoyens. Et un droit d'accéder à une rémunération appropriée ou un soutien financier pour leur engagement dans la production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Union européenne dit, voilà, le cadre des appels d'offres actuellement ne permet pas à des acteurs locaux, aux communautés énergétiques, de pouvoir
agir sur un même pied d'égalité dans le cadre d'un espace concurrentiel. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que c'est un appel d'offres dédié? Est-ce que c'est plutôt un dispositif de guichet ouvert, etc. Là, c'est au libre arbitre des États membres à déterminer ce qui est le plus approprié. La slide suivante. Ouais, attends Justine, quelques questions, parce que j'ai peur sinon de perdre un peu des gens, parce que ça va vite. Du coup, il y avait une première question sur comment on fait en gros pour que la prédominance de ce que doit être une communauté énergétique, c'est-à-dire les avantages autour de l'environnement, oui, j'ai lu ouais. Voilà, la question. En fait, comment on détermine le voilà. fait qu'on a des avantages économiques, sociaux plus importants que la lucrativité, pas la lucrativité, la non-spéculation aussi, puisque les projets doivent être rentables, c'est la base. Après, alors là, il n'y a pas de contraintes clairement définies. C'est avoir un taux de rentabilité relativement acceptable et pas très élevé, le fait de pouvoir assurer une participation tout au long de la durée d'exploitation des collectivités, des citoyens, et ne pas être dans une logique où on a une participation des citoyens, des collectivités pendant un temps et puis après on les fait sortir et on continue aussi en tant qu'acteur privé à développer l'activité. Donc on est plutôt sur des garde-fous à inscrire dans les statuts, dans des pactes d'actionnaires, de manière à démontrer par l'objet social que l'activité de production d'énergie renouvelable n'est pas qu'une activité de production, mais sert aussi le développement économique des territoires. Il y avait sûrement aussi l'autre partie de la réponse que tu avais donnée un peu précédemment sur la place des grandes entreprises privées dans la gouvernance des communautés énergétiques. Comme quoi elles ne pouvaient pas tout contrôler, quoi. Oui. Qui peut garantir aussi une lucrativité limitée et donc bien la prédominance de ce que doit être une communauté énergétique. Bon, après, il ne faut pas non plus considérer que les acteurs privés sont tous des grands méchants loups, mais bon, c'est un garde-fou. Je relais une autre question sur la possibilité d'exploiter des réseaux de distribution. Est-ce que c'est vraiment un cas qui peut être constaté, qui peut être réel, envisagé? C'est toujours Christophe Duperrier qui pose ces questions. Alors, la distribution côté réseau d'électricité, ça a été interdit dans le cadre de la loi énergie-climat. Donc, Gonnelet va revenir sur le cadre de la transposition en France, mais parce qu'il y a une partie des communautés énergétiques qui ont été déjà transposées dans le cadre de la loi énergie-climat de 2019, avec une impossibilité de pouvoir exploiter des réseaux de distribution sur la partie électricité. Je laisserai Gwenolé détailler. Il y a une autre question sur la différence fondamentale entre ce que j'allais dire, oui. Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable. Oui, c'est sur la gouvernance, c'est sur la notion de proximité. Dans les communautés énergétiques citoyennes, il n'y a pas cette notion de proximité, alors que c'est le cas dans les communautés d'énergie renouvelable. Et puis après, sur la participation des membres qui sont autorisés à avoir le contrôle, il y a une différence notamment sur petites et moyennes entreprises côté communauté d'énergie renouvelable et petites entreprises côté communauté énergétique citoyenne. Et dernière question sur la transposition des directives qui laisse le choix entre une ou deux définitions des communautés énergétiques. La CRE semble favorable à une seule définition. Alors nous, on a vu la CRE il y a un an. J'ai pas l'impression qu'ils étaient favorables à une seule des définitions. Nous, c'est ce qu'on portait au début. Mais la loi énergie-climat a déjà reconnu une des deux définitions et on travaille avec les services de l'État plutôt sur un scénario de reconnaissance des deux définitions avec un tronc commun qui est possible et que je vous ai d'ailleurs présenté tout à l'heure. Voilà, je vous propose de continuer parce qu'on a encore pas mal de choses à vous dire. Dernière slide pour ma part, je crois, Gwenolé. Oui, sur les directives européennes, donc pour continuer sur concrètement derrière ce sujet des définitions, qu'est-ce qui va se passer en France et ce que demande l'Union européenne.
c'est de pouvoir agir mettre en place des mesures et des dispositifs qui sont adaptés à la réalité et aux contraintes des acteurs locaux. C'est aussi d'apporter une bonne communication auprès des acteurs et des collectivités sur leurs possibilités d'agir dans les différents services énergétiques. Ça paraît comme ça un peu naïf, mais l'accès à l'information reste toujours une denrée rare. Apporter un soutien technique et financier, donc comment aussi mettre en place des cadres plus favorables pour pouvoir monter des projets au niveau technique et financier. Et puis réduire aussi les contraintes administratives pour des petits projets ou des projets d'envergure mais qui sont portés par des acteurs locaux. Voilà, et je faisais mention notamment du cadre du dispositif de soutien des énergies renouvelables. Je crois que c'est tout bon. Et oui, je voulais vous ajouter quand même quelque chose. La raison pour laquelle aussi on intervient dans le cadre de la e-communauté du CNFPT, c'est que parmi les mesures que l'on porte, c'est comment on renforce les moyens du CNFPT pour pouvoir apporter des formations sur les communautés énergétiques et sur la manière dont porter des projets citoyens et publics auprès des agents territoriaux notamment. Ok, très bien. Eh bien, effectivement, je vais enchaîner sur la retranscription, la transposition dans le droit français. Aujourd'hui, on a reçu, donc, suite effectivement à la première intégration de ces communautés énergétiques dans la loi énergie-climat, qui n'ont été ajoutées que pour finalement limiter leur action sur la détention de réseaux d'électricité, réseaux de distribution. A été suivi un projet d'ordonnance qui nous a été transmis au mois d'avril pour consultation par les services de l'État et directement la DGEC, redéfinissant et ouvrant la possibilité, donc l'ouverture d'un nouveau livre dans le Code de l'énergie dédié aux communautés énergétiques et à l'autoconsommation, dans lesquels on redéfinit effectivement la transposition de ces directives. Comme vous le voyez déjà, c'est assez flou et complexe d'avoir deux éléments. Donc là, c'est plutôt, effectivement, je rejoins Justine dans la continuité des travaux sur lesquels on me demande de travailler et d'amender des propositions. Donc je vais vous présenter ce que nous a proposé l'État français. Donc effectivement, il faut que l'État doit procéder à une évaluation des obstacles auxquels seront confrontés les comités d'énergie, mais on est encore à l'étape de définir ce que c'est que les comités d'énergie dans le droit français. Mais les directives européennes vont leur imposer effectivement de réfléchir à quels sont les obstacles pour les favoriser. Donc soit favoriser, établir un cadre favorable, soit par des aménagements. Donc on a vu les bonus participatifs ou les bonus en points dans les appels d'offres, mais aussi des éliminations d'obstacles réglementaires ou administratifs pour ces communautés. Octroyer des accès à facilité au financement. Donc ça, c'est des exemples de ce que va pouvoir faire la France pour accompagner ces communautés. Il ne s'agit pas uniquement de transposer et de dire qu'est-ce qu'une communauté, c'est de faire tout un package d'accompagnement pour favoriser l'émergence de ces projets et de ces communautés. Et d'ailleurs, les communautés énergétiques doivent aussi s'inscrire dans les plans nationaux énergie-climat avec objectifs de développement, etc. Donc, c'est ce qui est demandé dans les directives européennes. Au niveau de l'agenda, donc on a reçu les projets d'ordonnance en avril. Là, aujourd'hui, les retours de la DGEC, c'est qu'ils sont encore en train d'éplucher les propositions qui ont été fournies par les différents acteurs. Suite à ce projet d'ordonnance, on imagine un décret d'application, mais qui serait au mieux d'ici la fin de l'année et au mieux début de l'année prochaine. Donc c'est vraiment des échéances un peu longues et on essaie d'accélérer justement cette réflexion pour qu'on puisse avoir des communautés assez rapidement. L'inclusion des communautés énergétiques, notamment dans les appels d'offres creux, doivent se faire maintenant, puisque la DGEC est en train de notifier les différents cahiers des charges des appels d'offres
d'énergie renouvelable qui vont s'appliquer pour la période 2021-2026. Et donc, la notification des documents se fait maintenant. Donc, la définition des communautés se fait aussi de pair avec… donc, on a un élément qui n'est pas encore tout à fait en place et défini par la loi. Et en face, on a des cahiers des charges qui vont être appliqués pendant 5 ans, qui sont déjà écrits et sur lesquels, là aussi, on fait des projets, des propositions pour mieux intégrer la thématique et l'angle collectivité et collectif citoyen. Pour revenir donc sur le projet d'ordonnance qui a été fourni par les services de la DGEC, tout d'abord sur les communautés d'énergie renouvelable, donc a été détaillée leur activité, donc produire, vendre, autoconsommer, stocker, rénover et tout type de services et d'accès au marché. Il n'a pas été écrit directement la fourniture d'électricité, donc il n'est pas écrit dans le projet d'ordonnance que les communautés d'énergie renouvelable puissent être fournisseurs locaux, par exemple, d'électricité ou d'énergie. Pour rappeler, effectivement, les pictogrammes n'étaient peut-être pas assez simples, mais normalement, si vous regardez le graphique, vous avez en orange la gouvernance qui est gérée donc, par des citoyens, des collectivités et petites et moyennes entreprises, et aussi donc les membres qui sont tout type finalement de collectivités, de petites et moyennes entreprises et de citoyens qui peuvent participer. La seule condition, là, est la qualité des membres, donc on n'a pas les grandes entreprises. Et puis la gouvernance par les membres qui sont à proximité. Donc aujourd'hui, dans le cadre de transposition, on a quelques éléments non définis encore qui nous posent question, notamment l'entité juridique autonome, en quoi cette entité va être autonome, est-ce que c'est vis-à-vis de ses membres? Et c'est ce qu'on entend, c'est que les membres n'aient pas d'autres influences extérieures, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? On nous indique sur la gouvernance un contrôle effectif. Aujourd'hui, le contrôle effectif dans le Code du commerce, c'est soit la majorité de la structure par un unique membre, ou alors 40% des droits de vote par un seul membre, en sachant qu'aucun autre membre n'a autant de participation que ce membre-là. Ici, ce serait un contrôle effectif appliqué à plusieurs acteurs. Donc, ce serait de dire que les citoyens à proximité, les collectivités à proximité, les TPE, PME à proximité ont ensemble au moins 40%, donc par exemple si c'est une SA, au moins 40% du capital de la structure et que les autres membres, de façon indirecte ou indirecte, n'aient pas autant que cette participation. Donc ça, c'est une proposition qu'on fait pour détenir, vous voyez en dessous, contrôle effectif, notre proposition. Aujourd'hui, dans le projet d'ordonnance, on n'a pas de définition effectivement contrôlé. Il y a une seule définition, c'est dans le Code du commerce qui s'applique pour un acteur et pas sur plusieurs acteurs. La notion de proximité, donc vous l'avez vu pour les collectivités, précédemment, la loi énergie-climat a précisé sur leur territoire et territoire limitrophe. Nous, on souhaiterait que ce soit plus large que juste limitrophe. Et donc là, on s'interroge à ce qui va être demandé pour la gouvernance. Est-ce que c'est à l'échelle les membres qui ont une implication départementale ou de façon plus large sur cette proximité et qu'est-ce que ça veut dire sur la fonction de cette communauté. On a effectivement ces communautés d'énergie renouvelable qui, dans le cadre de la directive promotion de l'énergie renouvelable, permet d'accéder de parler de toutes les énergies. Donc même si les images, les pictos sont plutôt électriques, il s'agit de toutes les énergies et donc ces communautés vont accéder à tous les marchés de l'énergie, soit directement, soit par agrégation. Et bien sûr, on a l'introduction d'une limitation sur ces communautés, c'est qu'elles ne puissent détenir un réseau de distribution d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur. Nous, on souhaite dans nos propositions avec énergie partagée que les services proposés par ces communautés soient les plus larges possibles et qu'on ne se limite pas uniquement à la production. Et donc, il faut savoir que si on a mis ici, produire, vendre, fournir, autoconsommer, stocker, rénover, agréger, ce sont des éléments qui sont dans la directive européenne. Dans la directive européenne, il est aussi indiqué que et autres services énergétiques. Donc là, libre à la DGEC d'être et à nous d'être le plus large possible et le plus inventif pour proposer différents services énergétiques. On pourra revenir sur nos propositions sur les CER avec Justine par la suite selon vos questions. Deuxième point, c'est la définition donc, des communautés énergie citoyennes.
C'est pareil, je reviens sur le pictogramme sur la gouvernance. Donc, en orange, on a la totalité des acteurs. Donc, on peut très bien avoir une grande entreprise, une collectivité, des citoyens, mais à la gouvernance, il ne peut y avoir que, au contrôle effectif, il ne peut y avoir que des groupements, des citoyens, des personnes physiques, des collectivités et des petites entreprises. Et après, en tant que membre sur la structure, il y a d'autres membres éligibles, et c'est pour ça qu'on a indiqué effectivement tout type d'acteurs. Kenolé, Oui, on a. on a quelques questions. Du coup, je te laisse finir ça et puis tu me reviens pour que je C'est te… ça. Je finis juste sur les CEC. Donc, on a une introduction sur la limitation sur les entreprises. Donc, on indique que les sociétés ayant une activité commerciale à grande échelle ou dont le secteur de l'énergie est le principal domaine d'activité économique, qui ne pourraient pas participer en membre dans la structure. On retrouve le même sujet du contrôle effectif. Et la question, puisque la directive européenne, c'est une directive sur le marché de l'électricité, est-ce que ces communautés citoyennes d'énergie ne seront applicables que à l'électricité et au marché de l'électricité et pas aux autres marchés énergétiques? Ce qu'on peut voir, c'est qu'à nouveau, on a la limitation. Donc, une telle communauté ne peut détenir un réseau de distribution d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur. Donc, on sous-entend qu'on a introduit une limitation sur une communauté qui est censée être que électrique, sur d'autres thématiques gaz et chaleur. Donc, pour nous, ce serait l'opportunité d'ouvrir ces communautés citoyennes d'énergie à l'ensemble des marchés énergétiques et pas uniquement l'électricité. Finalement, sur ces communautés citoyennes d'énergie, l'interdiction devient uniquement sur la détention de réseau. On peut peut-être revenir sur les questions. Oui, bah justement, tu as répondu à une question de Christophe qui demandait justement si ça ne couvrait que l'électricité ou si ça pouvait s'appliquer au reste. Donc, tu viens de répondre. Il y a Citoyen ENR qui demande, à propos, tu as évoqué un peu avant la rénovation. Alors, est-ce que c'est la rénovation des bâtiments ou la rénovation d'installation d'ENR? Alors, il est entendu ici rénovation des bâtiments et l'organisation par des communautés, par exemple, d'opérations de rénovation collective, de fonds communs pour organiser de la rénovation sur le territoire, etc., ou de plateformes communs, citoyens, collectivités, pour organiser formation, sensibilisation et action dans la rénovation, par exemple. Ok. Juste pour être bien sûr, parce que je vois qu'il y a quand même deux questions là-dessus à propos de la possibilité ou non de détenir de faire à travers les communautés énergétiques autre chose que l'électricité. C'est quelque chose que vous, Amorce, vous voulez promouvoir et donc on en est où exactement? Parce que moi-même, en t'écoutant, je n'étais pas sûr de la réponse. C'est-à-dire que vous voulez que ce soit ouvert aux autres et que vous avez bon espoir que ce le soit, ou alors ce sera vraiment non et ce sera que de l'électricité. Alors, on sait que pour les communautés d'énergie renouvelable, on est dans une directive énergie renouvelable et donc le projet d'ordonnance parle de tout type d'énergie. Et on n'est pas sur une énumération d'énergie, mais on est vraiment sur tout type d'énergie. Ok. Ça, c'est pour les CER. Le deuxième point, c'est sur les CEC, comme l'a dit Justine précédemment, c'est dans une directive qui s'appelle Marché de l'électricité, une directive européenne qui porte uniquement sur l'électricité. D'accord, donc ça dépend de quel type de communauté on parle en fait. Ça dépend de quel type de communauté et ce que les services de l'État veulent en faire. D'accord, très bien. Alors, il y a Christophe qui se plaint du fait que les départements limitrophes, tu parlais tout à l'heure de départements limitrophes, et du coup, ça pénalise bien sûr le littoral. Alors, on peut faire une proposition sur le sujet. Effectivement, la proposition, Justine, si tu veux revenir dessus, la proposition est d'étendre la possibilité des départements ayant justement moins de départements limitrophes que les autres, d'étendre leurs possibilités à l'échelle de la région. Et ça, c'est dans nos propositions, mais pas dans le projet d'ordonnance. D'accord, mais du coup, vous aviez pensé à ces départements du littoral
et du coup, avec la possibilité d'étendre la région. Très bien. Littoral ou frontalier, hein, c'est la même chose. Ouais, tout à fait. Oui, oui, les deux se posent tout à fait. Une autre question, là, moi je mettais dans le fil tout à l'heure que, à propos des réseaux de distribution qui me paraissait assez inconcevable, sauf erreur, puisque moi je n'y connais rien, mais de remettre en question et le monopole des ELD quand ils se présentent et le monopole d'Enedis. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'ai mal fait d'écrire ça sur le fil de conversation ou est-ce que Enedis et les ELD vont voir leur monopole remis en question par la possibilité, donc pour une communauté énergétique, de détenir, gérer un réseau de distribution. D'accord. Peut-être qu'on pourra approfondir ce sujet un peu plus précisément sur un sujet dédié, notamment sur les négociations dans le cadre des concessions les contrats de concession des collectivités sur leur réseau. Juste pour revenir, là, les projets d'ordonnance dans le droit français veut uniquement interdire la détention, mais ne met rien sur la gestion du réseau. Ah, ok. Donc, on a une interdiction de détention. Donc, D'accord. une communauté ne peut détenir un réseau de distribution d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur. Il Ok. n'est rien indiqué sur la gestion. Donc, ce Alors, que je viens d'indiquer sur ces graphiques, c'est qu'une directive qui permet des éléments est tout de suite dans le cadre des communautés. Donc, on l'entend par justement ce monopole. Donc, sur la gestion, le monopole Enedis et ELD. Sur la détention, c'est quand même des réseaux de collectivités. Donc là, on n'a pas de visibilité sur la possibilité ou non de gestion de ces communautés. Et quel serait l'intérêt et l'opportunité? On sait aujourd'hui juste que ce n'est pas interdit et que le projet d'ordonnance indique qu'il y a des services énergétiques, l'accès à des marchés. Et aujourd'hui, c'est une interdiction de détention. Et sur la gestion, c'est plutôt une question que l'on pose au service de l'État, effectivement. est-ce que ça te dérange si je continue à égrener des questions qui sont assez nombreuses, puisque je pense que quand même le sujet est difficile que vous explorez là, puisque tout n'est pas encore arrêté, etc. Donc les gens ont besoin de précision. Est-ce que tu préfères continuer un peu ton sujet et on refait une salve de questions, ou tu préfères que j'égrène encore là? Il nous reste 10 minutes en comptant le retard qu'on a pris. Très bien. On voulait uniquement enchaîner sur des exemples pour dire voilà ce que ça pourrait être et voilà ce que c'est aujourd'hui, ce que pour nous c'est une communauté énergétique. Peut-être avant de revenir sur les questions, au moins pour contextualiser rapidement ce qu'on peut entendre par exemple de communauté énergétique. Oui, sauf que oui, j'ai une question de Monsieur Gassin, on reviendra après dessus. Sur les exemples de modèles de CER, CEC, on a une possibilité très large et c'est l'objet de la directive. C'est par exemple un collectif qui gérait des différentes unités de méthanisation agricole collective avec collectivités, citoyens, agriculteurs, par exemple. C'est un regroupement de collectivités, de citoyens et de sociétés. Collectif pour la réalisation d'opérations de rénovation groupée. Aujourd'hui, ça existe déjà sur le territoire. Donc, le but, c'est de les faire rentrer dans un cadre d'une définition d'une communauté et que l'État, de par ailleurs, favorise le cadre et mette des moyens à disposition pour favoriser l'émergence de ces communautés et la réalisation de ces différents services énergétiques qui n'ont pas pour intérêt seul la lucrativité. Par exemple, des collectifs d'autoconsommation locale, que ce soit autoconsommation collective ou territoriale. Exemple, on peut imaginer des projets de petites centrales photovoltaïques individuelles en fin de contrat d'achat avec EDF obligation d'achat et une communauté qui serait agrégateur de ces unités puisqu'on va effectivement des gros agrégateurs nationaux vont pas forcément être intéressés par des petites grappes de 3 kilos et ici prolonger la durée de vie des installations tout en continuant à vendre de l'électricité avec un agrégateur. Les membres de ces collectivités ont la possibilité, de ces communautés, vont avoir la possibilité de partager leur énergie en son sein et c'est encore assez flou parce qu'on a d'un côté l'autoconsommation collective qui est dans un cadre très défini. Puis là, une communauté qui dit on va pouvoir partager l'énergie. Donc, on ne comprend pas encore aujourd'hui comment ça va s'appliquer dans les faits. Ça peut être un collectif sur la communication, sur la sensibilisation, l'accompagnement
locales, de maîtrise de demande en énergie, sensibilisation avec le mix énergétique local. On a aussi l'exemple où les réseaux de chaleur aujourd'hui sont obligés d'organiser des comités d'abonnés et d'usage tous les ans. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'une communauté énergétique qui tourne autour de l'ensemble des utilisateurs d'un réseau de chaleur pour promouvoir où est-ce qu'on va développer et échanger avec le gestionnaire et l'exploitant de l'installation de réseau de chaleur pour l'instant. Donc, sur des projets peut-être plus concrets déjà en place, Justine va revenir sur des exemples. Oui, on voulait illustrer les communautés énergétiques et leur diversité de portage à travers 2 autres projets. Un projet qui s'appelle Solaire d'ici, qui a commencé en 2016 et qui avance plutôt par lot, par étapes. Donc, c'est un projet à l'initiative de citoyens qui ont rapidement aussi sollicité leur collectivité territoriale. Et donc, là, on est typiquement sur le cas plutôt d'une communauté d'énergie renouvelable où les citoyens et les collectivités, donc on a la métropole de Grenoble et plusieurs communes environnantes qui ont investi, pris des participations dans ce projet de développement de photovoltaïque dans un premier temps, avec donc où ils ont avancé par étapes, hein, avec une première étape avec plusieurs grappes photovoltaïques et qui continue avec un objectif d'installation d'1 mégawatt sur la métropole de Grenoble. Donc, on voit bien que citoyens et entreprises locales, il y a notamment Enercop aussi en Rhône-Alpes qui a investi, et collectivités territoriales se sont organisées, ont investi ensemble pour pouvoir maîtriser, orienter le projet d'installation photovoltaïque sur leur territoire. On a un deuxième exemple, donc dans les monts du Lyonnais, avec un projet qui s'appelle Métamoli. Donc là, on est vraiment sur, d'un côté, avec Solaire d'ici, un projet initié par les citoyens avec un portage citoyen public clair. Là, on est sur un projet où il y a une diversité d'acteurs. Il y a donc une dizaine d'agriculteurs et à côté de cette dizaine d'agriculteurs, on va retrouver Enedis, on va retrouver une société d'économie mixte, la Sam Soleil, on va retrouver le Fonds Osé, on va retrouver une entreprise locale, Enercop Rhône-Alpes. Il y a aussi notre outil d'investissement, énergie partagée investissement. Donc, vous voyez une diversité d'acteurs avec des entreprises locales, des spécialistes de l'énergie, d'autres pas du tout, puisqu'on a les exploitants agricoles, et puis aussi une entreprise nationale autour de l'énergie. Là, pourquoi c'est une communauté d'énergie énergétique? Parce que on a Engie qui est minoritaire dans le projet et qui restera minoritaire tant en apport en investissement que dans la gouvernance. Et la gouvernance, majoritairement, ce sont les agriculteurs qui l'ont. Donc, on respecte bien les différents principes des communautés énergétiques. Alors, ces projets-là, ils sont en fonctionnement, ils sont communautés énergétiques depuis plus longtemps que le terme existe, mais c'est aussi pour vous démontrer que les communautés énergétiques reposent bien sur des réalités qui existent depuis longtemps, et avec en même temps une diversité de portage directement par les citoyens, et avec les Métamoli, les citoyens sont intermédiés par énergie partagée d'investissement, et puis on a quand même la valorisation de la participation des agriculteurs directement. Justine Guénolé, Oui. il nous reste 5 minutes. J'ai 1 milliard de questions sur le fil. Donc, d'accord. Je vais vous les poser un peu à la suite. Et je vous demande d'être très court dans vos réponses, quitte à apporter, on gardera le fil de conversation, quitte à apporter des réponses un peu plus détaillées ensuite. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse avoir une petite réponse. Du coup, je vous les livre comme c'est venu. Citoyen ENR, donc, qui demande de la fourniture d'énergie, mais alors justement, il s'interroge sur le fait que ce soit uniquement aux membres qui exercent le contrôle sur l'entité pour les CEC.
Et Sophie, dans la foulée, demande s'il est possible d'envisager que les collectivités membres des CER puissent s'engager à acheter la production des actifs détenus dans les CER. Donc, il y a une question sur la fourniture d'électricité et une autre sur la production, l'achat de la production des actifs. Pour moi, il n'y a rien qui l'interdit. Donc, c'est possible. Après, les directives européennes, on ne vous en a pas parlé, mais ils parlent aussi du partage de l'énergie. Et c'est plutôt les communautés énergétiques, les membres de la communauté énergétique pourraient partager son énergie entre eux, entre les membres, ou avec une autre communauté d'énergie, ou ciblée à des ménages précaires. Donc voilà, il y a ce concept de partage de l'énergie qui est pour le moment qui pourrait être réduit plutôt à l'autoconsommation collective, mais sur lesquels nous on travaille pour voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en fait comme partage de l'énergie au-delà du cadre existant. Donc s'il y a, en tout cas à travers le partage de l'énergie, on pourrait le restreindre simplement aux communautés d'énergie renouvelable, mais sinon sur la partie production, pour nous, il y a pas, rien ne le contraint. Et la même chose, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression qu'il n'est pas indiqué que les collectivités seraient interdites d'acheter la production des actifs détenus par les communautés d'énergie renouvelable. Deux confirmations très rapidement pour ODA et Benjamin. Dans une CER, on peut bien monter un projet de biomasse. Oui ou non? Oui. Oui, c'est tout. Benjamin, il me semble que le réseau appartient aux collectivités. Oui ou non? Oui. Merci. Anne Brunon, elle est en train de créer une société participative pour la réalisation de fermes photovoltaïques avec 40% de fonds propres dans les mains de la commune, la collectivité et les habitants. Le reste est entre les mains de l'exploitant. Est-ce possible de considérer cela comme une CEC? Eh ben, si vous avez la gouvernance à 51% avec 40% de fonds propres, oui. Si vous avez la gouvernance, l'intérêt là, c'est le contrôle effectif. D'accord. Donc, pas la si vous minorité êtes majoritaire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes majoritaire au niveau de la gouvernance, oui. Mais la minorité de blocage ne suffit pas? Non. Ok. Au-delà de la comparaison faite, quel intérêt d'avoir abouti à deux définitions proches? C'était une intention de Rescope ou ça apporte vraiment quelque chose de Non, c'était pas du tout une intention de Rescope. On était plutôt, eux, ils étaient plutôt sur simplifions et ayons une seule définition, évidemment. Après, c'est juste le résultat, c'est très compliqué de l'expliquer et de le justifier surtout. C'est le résultat de négociations où les uns et les autres ne sont pas forcément mis d'accord sur les grands principes. Ouais, du coup, Justine, je te propose, on apportera s'il faut, on apportera des compléments. Et là, on déroule un peu, comme ça, là, c'est compliqué. Vigilance, le projet d'ordonnance parle de l'ensemble des réseaux et pas seulement les publics. Oui, là, la question, c'est de dire est-ce que c'est réseau public versus réseau privé? Est-ce que donc la communauté ne serait pas, mais de l'avis de mon juriste, du juriste d'Amorce, c'est on ne peut pas interdire quelqu'un de détenir un réseau privé. Donc, effectivement, ça pourrait poser problème. Sur la question suivante de M. Joss, effectivement, l'article 40 de la loi énergie-climat dit détenir ou exploiter un réseau de distribution sur l'interdiction. Par contre, on peut vous fournir, suite à la conférence, le projet d'ordonnance fourni par la DGEC et donc qui supprime cet article 40 pour ouvrir un nouveau livre dans le Code de l'énergie. Dans celui-ci, ils redéfinissent ce que sont les communautés d'énergie et d'autres informations sur l'autoconsommation. Et sur les communautés d'énergie, la ligne de texte, c'est une telle communauté ne peut détenir un réseau de distribution d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur. Et donc, on n'a pas ici la notion d'exploitation. Donc, est-ce un oubli de la DGEC? On ne sait pas, mais l'exploitation a été retirée devrait être retirée par rapport à ce qui est mis aujourd'hui dans la loi énergie-climat. Ok, donc je vois qu'il y a eu un petit débat entre vous d'ailleurs pour répondre à cette question. C'est tout à fait bien, comme ça on va certainement pouvoir arriver dans les temps jusqu'au bout des questions, ce qui serait super. Peut-on imaginer que les communautés d'énergie aient un accès au foncier public, toiture, parking, friche, facilité? Oui, par exemple, sur la notion de contrôle étroit, effectivement, puisque la notion de contrôle étroit, il n'y a pas de notion
Il n'y a pas de notion dans la loi sur contrôler 3. Aujourd'hui, pour notre part, chez Amorce, on contrôle que c'est à la collectivité qui va attribuer une mise à disposition ou autre à un acteur qui souhaite développer des ENR dessus. C'est à elle de définir quelle est la notion de contrôler 3. Donc, on a des discussions en cours. Est-ce que c'est 10% de participation qui donne accès aux notions de contrôle étroit. Donc ça, c'est un sujet un peu particulier à part. Pour notre part, c'est plutôt de dire, c'est à la collectivité qui met à disposition de dire à quel point elle a le contrôle étroit. On a des projets où le contrôle étroit est peut-être plus par rapport à justement les contraintes sur la mise à disposition plutôt que la participation financière dans les sociétés. Et donc là, je pourrais rejoindre ici de SEM qui considère effectivement que c'est plutôt sur 10% de participation. Peut-on imaginer, on peut aujourd'hui tout imaginer sur comment faciliter les communautés d'énergie. On n'a pas de projet de décret d'application aujourd'hui. Donc on va nous demander dans les prochains mois, suite à la publication du projet d'ordonnance sur la définition, de travailler par la suite à qu'est-ce qu'on souhaite et comment on souhaite favoriser ces projets. Ok, citoyen ONR qui pose une question sur l'évolution d'une coopérative d'énergie citoyenne vers un modèle CEC. Est-ce que ça lui permettrait de vendre directement l'énergie à ses sociétaires? Oui. La réponse est oui. Où pourra-t-on retrouver la présentation? Ça, je le rappelle, donc il y aura un compte-rendu accessible, bien sûr, librement sur la e-communauté transition énergétique du CNFPT. Si vous n'y êtes pas inscrit, vous pouvez créer un compte en quelques minutes et c'est gratuit. Un projet d'autoconsommation collective sur boucle ultra haute, HTA pourrait se construire avec ce statut? C'est Elisa qui demande. Alors, avec le statut, donc il est défini dans le projet d'ordonnance que ces communautés pourront être PMO, donc personnes morales organisatrices de l'autoconsommation collective. Il est également indiqué, si vous avez déjà eu connaissance de ce projet d'ordonnance, que la limitation des projets d'autoconsommation collective sur les réseaux basse tension serait supprimée. Donc, on serait ouvert à la possibilité de raccordement en moyenne tension sur l'autoconsommation collective. Yannick pose une question sur les syndicats d'énergie. Est-ce que ceux qui gèrent donc en délégation les réseaux communaux pourraient-ils devenir des CEC ou des CER? Alors, c'est là qu'on a fait effectivement une proposition. Dans le projet d'ordonnance, on ne parle que de collectivités, personnes physiques et entreprises. Nous, la proposition, c'est de dire que derrière collectivité, c'est pas juste collectivité, c'est collectivité, leur groupement et les syndicats associés. C'est un sujet en débat aujourd'hui. Ok. Bon, après, il y a un débat avec NJOS et d'autres participants que je laisse se poursuivre. Le temps pour nous, on a quand même un peu débordé malgré le problème technique. Je pense que nos 70 participants et même plus n'avaient pas faim. Et ils avaient vraiment envie d'en savoir plus. Et je pense que c'est super. Encore une fois, je pense qu'on pourra apporter quelques compléments sur le compte-rendu qu'on va vous livrer très bientôt. Je voudrais remercier Guénolé Lebars, Justine Pelemeul pour tout le travail qu'ils ont fait depuis très longtemps sur ce sujet et qui viennent nous parler presque en avant-première, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose encore de figé dans le marbre. Ce n'est pas évident de parler de tout ça. Je voudrais remercier nos participantes, nos participants et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Oui.